Messieurs, dames, bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être présents avec nous. Je vais laisser la parole à mon partenaire. Merci Sarah, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous allons discuter aujourd'hui de la ressource, donc de la forêt, des forêts françaises, jusqu'à l'utilisation du matériau bois donc pour construire et réparer les villes. On a eu cette idée avec Sarah en fait, puisque nous travaillons donc, avec le CNDB, le Comité national pour le développement du bois et l'Union de la coopération forestière française depuis quelques années sur justement des conférences, des débats auprès de professionnels de la forêt jusqu'à des professionnels de l'architecture, de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage. L'idée étant de vous expliquer comment fonctionne la gestion des forêts d'une part et comment fonctionne également l'utilisation du bois d'autre part, dans la construction bien sûr. Donc dans cette table ronde, une grande table ronde, on va pouvoir échanger avec donc, des professionnels de l'amont, donc de notre filière donc, de la gestion forestière. Nous allons pouvoir également parler de la transformation du bois, première et seconde transformation du bois, jusqu'à l'utilisation du bois donc, dans la construction et la prescription bois. Donc Sarah, je te laisse poursuivre avant de commencer à présenter nos intervenants. Oui, merci Nicolas. En effet, en fait, on a initié ce débat parce qu'on a souhaité ce temps de réflexion et de discussion ensemble comme un débat. Donc on vous passera le micro tout à l'heure pour reprendre aussi toutes vos questions. Il y a un peu plus d'un an, entre autres avec l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville et les étudiants en architecture avec lesquels on avait organisé ce premier événement de sensibilisation au recours du matériau bois et surtout à la gestion durable de nos forêts. Donc on est ravis de vous retrouver ce soir. Alors on va commencer cette table ronde avec, donc, je vous présente très rapidement, mais vous allez reprendre la parole évidemment en vous représentant, mesdames et messieurs. Donc nous allons commencer par Tamouz Niaoutelou, qui est donc secrétaire général des coopératives forestières et ingénieur forestier. Nous poursuivrons avec Stéphane Vieban, également ingénieur forestier, président du FCBA et directeur général d'Alliance Forêt-Bois. Nous poursuivrons ensuite avec Maud Navet de la Fédération nationale du bois, chargée de mission de seconde transformation. Et puis donc, nous aurons la chance d'avoir trois autres retours d'expérience importants à différents niveaux. Donc tout d'abord avec monsieur Hugues-Marie Olagnier, principal directeur stratégie practice au sein du cabinet Carbone 4. Véronique Pack, directrice générale du centre de ressources francilien de référence Ecopolis. Tu nous donneras quelques informations tout à l'heure. Et puis avec Ariane Kaploun, du coup Nature Based Solution, domaine leader au sein d'AXA Climate. On peut synthétiser, mais voilà. C'est pour ça que je préférais que tu présentes Ariane. Super. Ben on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. On peut commencer effectivement donc, par vous, Tamouz Niaoutelou. Donc, je le redis, vous êtes ingénieur forestier donc, de formation et secrétaire général donc, des coopératives forestières. Vous allez nous parler, je crois, d'un état des lieux, donc des forêts d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Un peu comprendre aussi auprès de notre public qui n'est pas forcément un public de forestiers, comment fonctionne une forêt, comment est-ce qu'on la gère et nous donner les principaux chiffres de nos forêts françaises. Merci, Monsieur Jobin. Merci beaucoup pour votre invitation. Ravi d'intervenir dans un cadre fabuleux. Alors, il y a effectivement le public qui est sûrement fabuleux, mais derrière le public, il y a une vue qui est vraiment épatante, avec également du bois. Donc pour parler de préservation des forêts en vue de rebâtir la ville de demain, peut-être faire un petit focus sur les forêts françaises, savoir de quoi on parle et quelles sont les évolutions. Donc là, vous avez derrière moi des éléments. Donc il faut savoir que, comme l'a dit Monsieur Jobin, il y a des forêts françaises, il n'y a pas une seule forêt. La forêt de Méditerranée ne ressemble absolument pas à la forêt de Haute-Savoie, qui elle-même ne ressemble pas à la forêt des Landes de Gascogne. Donc on est bien sur des forêts françaises. Et les chiffres que je vais vous présenter et l'évolution en question, ce sont des données de l'IGN, Institut géographique national, qui publie tous les ans et qui fait un mémento et qui fait l'Observatoire des forêts françaises. Donc où en sommes-nous en 2024 ? La forêt, c'est quasiment un tiers du territoire français. 50% c'est l'agriculture. Et un tiers, ça correspond à la forêt. Cette superficie forestière, comme vous pouvez le voir sur la courbe, elle est en constante augmentation depuis les années 1850, date des premiers inventaires un peu modernes. Donc elle est en croissance, elle est également diversifiée
et elle stocke également beaucoup de volume de bois. Ici, on est au Forum Bois Construction, donc on utilise le matériau bois. Donc vous avez quasiment plus de 2,8 milliards de mètres cubes de bois dans les forêts françaises, soit quasiment 30% de plus qu'il y a 40 ans. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a bien une extension de la superficie des forêts et également une extension du volume de bois de ces forêts françaises. Alors ces forêts françaises, comme j'ai dit rapidement, elles sont également diversifiées, ce qui nous fait une différence avec les pays scandinaves. Principalement, nous avons près de 190 essences de forestières dans nos forêts, quand en Scandinavie ou dans un pays nordique, ils sont principalement sur 3 à 6 essences différentes. Ce qui présente un challenge et une opportunité sur la partie gestion forestière. Et pour terminer un peu sur ce panorama des forêts françaises, vous avez un quart de forêts dites publiques qui sont gérées par l'Office national des forêts domaniales, 10% des forêts, donc appartiennent à l'État. Les forêts des collectivités, 15%, et puis les 3/4 des forêts françaises appartiennent à plus de 3 millions de propriétaires forestiers, qui est également aussi un challenge et qui participe également à cette diversité de sujets. Dans la partie un peu colorée de la carte française, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais la forêt française, elle est très principalement une forêt de feuillus. 2/3 des forêts françaises sont des feuillus, contrairement à ce qu'on pourrait avoir en tête quand on regarde uniquement les réseaux sociaux et d'autres sources d'informations. 20% ce sont des forêts dites de conifères, et le delta restant, c'est des forêts dites mixtes. Donc ça correspond à l'arrêté de notre forêt française, et qui correspond à un des challenges, mais ce sera évoqué plus tard dans la table ronde, sur la valorisation des bois issus des forêts françaises. Concernant le volume de bois, pour rentrer un peu dans le détail de l'usage qui va être fait de cette production agricole, donc sur les 2,8 milliards de mètres cubes de bois, vous avez 65% de volume de bois feuillu, et donc du coup un tiers de volume résineux. Ces chiffres-là peuvent être un peu astronomiques, on parle de milliards, ce n'est pas forcément l'unité la plus utilisée dans mon quotidien, mais ce stock de bois-là, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, il est en augmentation importante depuis une quarantaine d'années. Vous avez une répartition également sur la production biologique, c'est-à-dire que les forêts, elles s'accroissent en superficie, et elles s'accroissent également en volume, et tous les ans, les forêts françaises accroissent en volume de près de 88 millions de mètres cubes. Donc là, on arrive à déjà une échelle un peu plus intéressante. Donc le volume, c'est plus 88 millions de mètres cubes annuels, quand la récolte de bois, qui va permettre d'avoir des fabuleux matériaux, n'est qu'à 40 millions de mètres cubes, 39 millions pour être précis. Ça montre le gap entre l'accroissement naturel et le prélèvement dans la commercialisation d'une filière bois qui rassemble 400 000 emplois. Cette production biologique, elle est en légère diminution sur la période actuelle. Dans la période 2005 à 2013, c'est pour ça qu'on a voulu vous mettre un peu ces chiffres. Là encore, c'est l'IGN qui, non pas qui vous parle, mais en tout cas sont les données de l'IGN. La production biologique était de 91,5 millions de mètres cubes. Alors pourquoi ce delta? C'est tout simplement le rôle de pompe à carbone de la forêt qui est perturbé par les effets du changement climatique, mais je sais que d'autres intervenants vont en parler. Mais on a quand même une production de quasiment 88 millions de mètres cubes sur un prélèvement de 40, ce qui est important. Un petit zoom sur la répartition feuillus résineux. On est sur 65% de feuillus et le delta de résineux. Vous avez l'évolution du stock de bois en 40 ans de la part de feuillus, c'est accru de 65% de plus, les conifères plus 38%, et vous avez une répartition sur les essences qui sont les plus représentées en termes de volume. Là encore, 190 essences différentes, mais sur les volumes, on voit qu'il y a quand même le chêne est forcément très majoritaire dans la partie nationale. Le hêtre également qui est peu suivi. Et puis après, sur les parties résineuses, vous avez du Douglas, du pin maritime, sapin épicéa, ce que vous connaissez notamment pour la construction. Ça correspond un peu à la photographie à l'instant T 2024 de ce qui existe quand on prend une photo de cette forêt française. Pour revenir sur un phénomène qui a toute notre attention en tant que gestionnaire forestier, au niveau des coopératives, nous accompagnons des propriétaires forestiers dans leur quotidien de la gestion forestière.
on a un phénomène qui s'accroît lié au changement climatique, c'est la mortalité des arbres. Donc on vous a mis quelques chiffres. À l'époque, c'est-à-dire sur la période de 2005 à 2013, elle était d'environ 7 millions de mètres cubes par an, sur un accroissement là encore de 90 millions. Plus récemment, sur 2014 à 2022, nous avons une mortalité qui a quasiment doublé sur ces dernières années. Donc on est sur un phénomène relativement inquiétant, parce que le changement climatique, on le vit. On le vit sur des peuplements feuillus, on le vit sur des peuplements résineux, on le vit sur des futaies régulières, c'est-à-dire sur des forêts qui ont toutes, dont les arbres ont le même âge, ou quasiment, des futaies jardinées. Donc là, les arbres sont des âges différents, des futaies irrégulières. Et on vous a mis un peu les essences les plus touchées par cette mortalité. La première essence, c'est l'épicéa commun, dû à un insecte qui s'appelle le scolite, qui a beaucoup touché la région Grand Est, la région Bourgogne-Franche-Comté, une partie de l'Ain et également dans le Massif central. Donc c'est un insecte qui est grand comme un ongle et qui perfore les canaux de transmission de la sève, ce qui fait que l'arbre est affaibli et puis au bout d'un moment il meurt. Et malheureusement pour un propriétaire forestier, il dépérit et l'usage de ce bois-là peut être altéré. La seconde essence la plus touchée, c'est un feuillu, donc c'est le châtaignier qui est historiquement présent également en France et le frêne par un champignon parasitaire. Donc ces crises sanitaires-là, c'est, j'allais dire, pas le quotidien des forestiers, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les choix de gestion et dans l'observation des forêts. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et j'en viens à mon propos, c'est comment faire pour préserver les forêts. C'est ce que je vois dans le titre de cette conférence, en vue de bâtir la ville de demain. Pour nous, pour préserver les forêts, c'est de tout simplement les gérer. Moi, je suis ingénieur forestier. Notre rôle, c'est de gérer des forêts, donc d'appliquer des règles de gestion durable qui sont encadrées par le code forestier, le code de l'environnement, le code rural, etc. Et puis on est également soumis volontairement à des différents types de certificats, que ce soit de gestion durable, PEFC ou FSC. Et dans le acte de gérer les forêts, on ne fait pas que pour produire du bois. C'est certes un acte qui est important parce que la société a besoin de bois dans son quotidien pour le papier, le carton, les charpentes, mais ça, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais en gérant les forêts, on participe à répondre à différents besoins. On stabilise les sols quand on est sur des zones en pente. On purifie l'air. On purifie également l'eau. On essaie de gérer le mieux possible la prévention des risques incendies. C'est-à-dire que quand on aménage des forêts, on a de la desserte, ça facilite l'accès des services de secours. Et tout ça, ça participe à une économie rurale qui est très importante, avec des métiers qui sont très variés. Des métiers en plein air pour la forêt, mais également dans des bureaux, la cartographie ou des documents de gestion, le conseil. Et dans une forêt gérée, on essaye de pouvoir abriter également, bien évidemment, une biodiversité, un équilibre sylvo-cynégétique, c'est-à-dire un équilibre sur la partie faune et gibier. Et c'est ce que font les gestionnaires. Donc pour nous, ce sont les coopératives forestières en forêt privée. C'est l'ONF en forêt publique. Et par cette gestion durable, on alimente, on approvisionne des industries du bois, des scieries, des papeteries, des usines de panneaux, des chaudières biomasse, dans un produit qui est fabuleux, le matériau bois. Et là, je vais laisser la parole à mes voisins sur cette première intervention. Merci beaucoup, Monsieur Helou. On va passer la parole à Monsieur Vieban, donc ingénieur forestier également, président du FCBA et directeur général de la coopérative forestière Alliance Forêt-Bois, qui va nous parler principalement de la récolte, des chiffres notamment des récoltes. Ça va être intéressant de voir cela, et notamment de sciage. Je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Très heureux de pouvoir vous parler de notre métier. Alliance, c'est une coopérative qui intervient sur toute la moitié ouest de la France. Alors c'est une belle histoire qui a plus de 70 ans, puisque Alliance, au départ, s'était constituée de coopératives départementales qui se sont fusionnées. Et aujourd'hui, c'est 18, à l'origine, c'était 18 coopératives et qui, par fusion successive, ont donné cette coopérative de... Donc on est effectivement le premier opérateur forestier privé en forêt privée. Et on intervient, donc on a 3 métiers, le conseil. Donc on accompagne nos adhérents sur la gestion de leur forêt. Notre deuxième métier, c'est tout ce qui est reboisement, sylviculture, donc plantation, entretien des arbres,
Pour faire ça, on a nos propres pépinières, hein, puisqu'on a nos vergers à graines, nos pépinières et nos opérateurs pour réaliser les plantations. Et puis, notre troisième métier, c'est la récolte. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, on fait à peu près entre 320 et 350 camions de bois par jour pour alimenter l'ensemble des industriels. Hein, bois d'industrie, donc papier, panneaux, bois d'œuvre, scierie, mais également déroulage, et puis bois énergie pour alimenter les réseaux de chaleur ou les cogénérations. Donc aujourd'hui, c'est près de 800 collaborateurs au niveau de la coopérative et à peu près 2000 personnes sur nos chantiers en sous-traitance. Voilà. Alors, par rapport à ça, et pour continuer dans ce que disait, alors c'est un peu gênant parce qu'en fait on est devant les diapos et ouais, moi je vais un peu, tiens, hop, on va se pousser un peu parce que j'ai, si vous voulez bien, ouais, c'est mon côté un peu aménageur, hein, voilà. Sinon c'est un peu dommage. Voilà. Donc je reprends simplement ce que disait Tammuz tout à l'heure. Hein. Donc on a un super condition, c'est qu'au final, on a un stock de bois sur pied qui est énorme, 2,8 milliards de mètres cubes de bois sur pied, sachant qu'on en commercialise, hein, on en commercialise de l'ordre de 40 millions par an. Si on rajoute la partie, ce qu'on appelle autoconsommé, c'est à peu près 10 millions. Donc on exploite 60 millions par an. La forêt progresse de 80 millions, donc déjà tous les ans il en reste 20. Et puis au final, ça fait des décennies que c'est le cas. Donc on a un stock de bois sur pied qui est très important. Et ce n'est pas forcément très positif de continuer à augmenter le stock de bois sur pied. Il faut aussi le diminuer pour diminuer les risques. Voilà, donc on a cette carte-là. Et puis aussi, vous avez la répartition de la production biologique avec des... alors, je ne sais pas si ça marche. Non. Hop, tant pis. Donc, avec des régions qui sont plus ou moins productives en fonction des espèces, puisque la production forestière, elle varie. Pour du chêne, on va être entre 3 et 5 mètres cubes par hectare et par an. Et pour des espèces comme le Douglas, on va être plutôt à 15 mètres cubes par hectare et par an. Donc ça change beaucoup de choses en fonction des essences. Voilà, donc 40% de l'accroissement s'ajoute chaque année au stock de bois en forêt. C'est vraiment quelque chose qu'on voulait vous dire, parce qu'on est loin en France d'être dans des conditions d'autres pays, même en Europe. Hein, on a à la fois un stock de bois sur pied très important et également une croissance qui s'ajoute tous les ans. Alors ça, c'est un schéma, je vais essayer de vous l'expliquer. C'est la répartition feuillus résineux par surface, volume récolté, bois d'œuvre et sciage. Donc vous avez sur la gauche la répartition, là aussi présentée sous forme différente de ce que vient de dire Tammuz, c'est la répartition en surface. Donc ce qui est en bleu, c'est les forêts feuillues, d'accord ? Et le reste, c'est les résineux. Donc en orange, sapin épicéa, en vert foncé, pin maritime, en bleu, ciel, le pin sylvestre, le Douglas et les autres résineux. Donc vous voyez, 72% c'est du feuillu et donc le reste c'est du résineux, donc très minoritairement. Le volume du bois sur pied, même chose, il y a plus de mètres cubes par hectare sur les forêts résineuses que sur les forêts feuillues. Donc on passe de 72% à 66%. Et vous voyez aussi là les volumes en sapin épicéa qui sont importants et le Douglas, et puis aussi une augmentation du pin maritime. Ensuite, vous avez la récolte du bois d'œuvre. Parce que fondamentalement, pour nous, sylviculteurs, l'objectif numéro 1 de la sylviculture, c'est de faire du bois d'œuvre dans nos forêts. C'est vraiment ça qu'on veut faire. C'est l'objectif de la forêt française, c'est de faire du bois d'œuvre. Et au fur et à mesure des opérations sylvicoles, on produit du bois d'industrie et on produit également du bois énergie. Donc vous voyez là la récolte en bois d'œuvre, hein, donc ce qui est récolté. Finalement, pour 72% des surfaces de forêt feuillue, ça correspond à 26% de la récolte en bois d'œuvre. Et vous voyez là, ça commence à être très visuel sur la proportion, par exemple, de sapin ou de Douglas, hein, assez faible en volume, en surface, en volume sur pied, mais par contre, très producteur de récolte en bois d'œuvre. Donc ça, c'est un souci. Alors, c'est lié aussi à la qualité de nos peuplements feuillus qui sont naturellement très pauvres en bois d'œuvre, qui est lié à la nature même des essences, mais aussi lié à la sylviculture qui a été mise en place. Et là, je vais jusqu'à la production de sciage. Vous voyez qu'en France, au total, la production de sciage, de mérins, etc., c'est uniquement 15% en feuillu. Et puis, vous voyez la proportion qui continue à croître pour le résineux, sapin épicéa, Douglas,
pas maritime. Et vous voyez la proportion en Douglas, hein, forêt plantée. Donc très faible, c'est la partie mauve. Hein, très faible en surface, mais qui correspond aujourd'hui en production du sciage à quelque chose d'important. Donc la conclusion de ça, c'est une forêt majoritairement feuillue en surface et en volume sur pied, mais une demande en bois d'œuvre majoritairement résineuse. Et là, on rentre dans le sujet que mes successeurs vont dire, mais on a un petit souci quand même. Hein. Comment on peut faire avec la forêt qu'on a, puisqu'on se dit la forêt française, c'est la 3e surface de forêt européenne, mais j'ai un petit problème, parce que si je veux mettre du bois dans la construction, ben, il va falloir produire du bois d'œuvre, bien évidemment. Donc comment on fait? Donc juste, je continue mon propos, c'est l'évolution de la récolte de bois d'œuvre. Là, on regarde entre 2018 et 2023. Et pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors là, on vient juste d'avoir les chiffres 2023, hein, donc qui sont sortis il y a quelques semaines. Donc vous voyez qu'au global, la récolte de bois d'œuvre en France n'augmente pas. Voire ces dernières années, alors 2020, on sait ce qui s'est passé en 2020, donc ça explique cette chute. Mais on est passé de l'ordre de 20 millions à peu près. Et malheureusement, en 2023, on a baissé la récolte de bois d'œuvre, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Donc on est à 18,51 mètres cubes de millions de mètres cubes de récoltés en bois d'œuvre. Et vous voyez aussi la répartition feuillu résineux, donc aussi qui est toujours la même. Donc on a une augmentation, hein, de la proportion de récoltes produits accidentels, malgré ça, Tammuz en parlait. Et puis dernier diapo, c'est l'évolution de la production de sciage. Et là aussi, c'est pas une bonne nouvelle, puisque la production de sciage baisse comme la récolte, et c'est à peu près stable en feuillu. Voilà. Donc pour répondre, juste si je reviens à ça, je ne sais pas si je vais y arriver, non. Là c'est bloqué. Oui. C'est bloqué. Non mais ce que je voulais dire, ma conclusion à tout ça, c'est la première chose, il faut augmenter la proportion de bois feuillu dans la construction bois. Pour ça, il va falloir mieux caractériser les essences feuillues. Donc ça, c'est le projet choc qu'on a démarré au niveau du FCBA. C'est mieux caractériser les essences feuillues pour mettre du feuillu dans la construction. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il va falloir continuer à faire des plantations et continuer à planter en feuillu, mais aussi évidemment en résineux, pour que la forêt française demain soit mieux adaptée au marché. Voilà mes 2 messages. Merci Stéphane. Et du coup, je vais laisser la parole à Hugues-Marie Aulagnier, donc principal directeur stratégie practice chez Carbone 4. Et à tout ce travail qui a été fait donc, à l'initiative de l'interprofession nationale France Bois Forêt, du Codifab et de la Copacel. Je te laisse la parole. Merci. Bon, on avait un petit souci de micro. Enchanté d'être ici avec vous. On est un peu la dernière épreuve avant le dîner ou le verre de fin de journée, donc pardonnez-nous. Et en plus, pardonnez-moi parce qu'il va y avoir des chiffres de nouveau. Donc préparez vos cerveaux, ça va swinguer. Donc moi je m'appelle Hugues-Marie Aulagnier, je travaille effectivement chez Carbone 4. Carbone 4, qui on est une entreprise de conseil avec un ADN centré autour des enjeux climatiques, élargi désormais aux enjeux des limites planétaires. On accompagne principalement des acteurs du monde économique à essayer de se préparer finalement à activer cette transition vers la mise en compatibilité avec les limites planétaires. Et pour ça, on a, il y a maintenant un peu plus d'1 an, été mobilisé par les 3 donneurs d'ordre que vous voyez juste derrière, l'interprofession nationale France Bois Forêt, le Codifab et Copacel, pour essayer de comprendre s'il pouvait exister ce qu'on appelle un scénario de convergence pour la filière, c'est-à-dire une capacité pour cette filière forêt-bois de se projeter dans un champ de contraintes assez important. Le premier élément, c'est de se projeter. La filière forêt-bois, vous l'avez vu tout à l'heure, est une filière qui naturellement stocke du carbone par le stock de bois en forêt et l'accroissement de ce stock. Par ce stockage de carbone, on vient contribuer à la résolution de la crise climatique dans laquelle on est. Les usages du bois permettent aussi potentiellement de réduire les émissions de différentes activités humaines, par exemple la construction. Et donc, à ce titre-là, le matériau bois peut aussi avoir un intérêt dans la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous le savez peut-être ou pas, mais pour atteindre la neutralité carbone, objectif 2050 de la France et de l'Union européenne, il va falloir à la fois baisser nos émissions de gaz à effet de serre et accroître nos puits de carbone pour trouver cet équilibre entre ces émissions induites et ces émissions stockées. Ça, c'est déjà donc 2 éléments pour lesquels la filière peut nativement contribuer.
et voire accroître sa contribution pour atteindre cette neutralité. Mais il y a aussi un contexte qui est le contexte du changement climatique, avec les évolutions des aléas climatiques, et les forêts ne sont pas sous cloche. Les forêts sont directement impactées par l'évolution du climat. On en a vu une illustration tout à l'heure, accroissement de la mortalité par des ravageurs. Il y a aussi des épisodes de sécheresse qui peuvent altérer soit la croissance des forêts et des arbres, soit même éventuellement venir accroître la mortalité. On a aussi des épisodes de feu, d'incendie plus fréquents en forêt. Donc tout ça combiné fait que cette forêt, elle doit aussi se préparer à s'adapter à cette évolution du climat qui de toute façon est déjà enclenchée et malheureusement va continuer cette dérive climatique va continuer à s'accroître. Donc c'est l'ensemble de ce champ-là dans lequel on est venu finalement travailler pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a une place effectivement pour une place, on va dire, pérenne et pertinente pour la filière forêt-bois dans ce contexte. Alors, je vous donne la réponse tout de suite, c'est oui. Comment? Ça, c'est un petit peu plus complexe et je vais vous donner quelques éléments. Alors, premier élément, et c'est là où il va falloir accrocher vos cerveaux. Tout à l'heure, l'intervenant avant moi a parlé de pompe à carbone. Effectivement, hein, le principe de la photosynthèse, hein, c'est que l'arbre, dans sa croissance, vient effectivement fixer, capter le CO2 qui est présent dans l'atmosphère pour subvenir à sa croissance. C'est sa source d'énergie avec le rayonnement du soleil et plus le CO2. Et donc ce phénomène-là vient contribuer effectivement à stocker du carbone. Ce que vous voyez sur cette diapo, c'est une tentative de représentation finalement de la contribution de la forêt française au stockage de carbone par ses différentes composantes. Alors, pour vous le présenter rapidement, parce que tout ça, en fait, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que tout ça est dynamique. Tout ça bouge. Il ne faut pas considérer la forêt comme quelque chose de statique. Tout bouge tout le temps. Et donc, c'est un peu cet exercice de pensée qui n'est pas forcément simple à se représenter de prime abord. Donc, en commençant par la gauche de ce slide, ce que vous voyez, c'est que tout d'abord, en forêt, ce qui se passe, c'est qu'on a un stock. Donc tout à l'heure, il était exprimé en millions de mètres cubes. Là, je vais l'exprimer en millions de tonnes de CO2 stockées par la biomasse, le bois, en forêt. On est à peu près 4,8 milliards de tonnes de CO2 stockées en forêt par les arbres sur pied. Et chaque année, la croissance biologique, qui certes ralentit un peu, mais est toujours là, accroît ce stock de carbone de 130 millions de tonnes. OK ? Par contre, cette forêt, comme je le dis, elle n'est pas statique, donc on a de la croissance biologique, mais on a aussi d'un côté des récoltes et de l'autre côté aussi de la mortalité. Donc tout ça, ce sont des flux sortants. La partie récolte, c'est à peu près 70 millions de tonnes de CO2 par an qui sont déstockées. Et puis la mortalité qui représente à peu près 35 millions de tonnes de CO2. Et quand vous faites la somme 130, moins 70, moins 35, vous arrivez à plus 25, le petit élément en haut en vert. Et ça, c'est ça qu'on appelle le puits de carbone forestier. Le puits de carbone forestier, c'est la résultante de l'accroissement biologique, moins ce qu'on a prélevé, moins ce qui est mort en forêt. Et ça, ce puits de carbone forestier, c'est ça dont vous entendez parler très régulièrement, en particulier dans les expressions des pouvoirs publics au moment de parler de stratégie nationale bas carbone pour la France, parce qu'il y a toute la composante de baisse des émissions, mais toute la composante des puits de carbone, et la majorité de ces puits de carbone aujourd'hui sont constitués par le puits de carbone forestier. La mauvaise nouvelle pour l'instant, c'est que ce puits de carbone forestier, dans la dynamique que vous ont présenté les intervenants précédents, ce puits de carbone forestier décroît année après année. Et donc, et les dynamiques qui sont à l'œuvre sont des dynamiques qu'on ne peut pas renverser comme ça en un matin. Et donc, c'est un vrai sujet qu'on est venu traiter. Bon, je vais vers la droite pour aller un peu plus vite. Globalement, ce stock de carbone en forêt, ensuite, on peut le retrouver dans deux autres poches, une fois qu'il sort de la forêt. D'abord, enfin, qui sort de la forêt, qui sort du stock sur pied vivant. D'abord, le stock de bois mort, parce que le bois mort continue à capter du carbone tant qu'il n'est pas complètement décomposé. Donc là, c'est la partie en bleu que vous voyez, c'est à peu près 460 millions de tonnes de CO2 stockées par le bois mort en forêt. Avec des flux entrants et sortants qui font que chaque année, on a à peu près plus 10 millions de tonnes de ce stock-là. Et on a aussi le stock de carbone dans les produits bois. Ça, c'est ce que vous voyez plutôt en bas à droite, en orange. Et ça, c'est un stock de carbone très intéressant parce qu'on a des leviers peut-être plus directs pour agir dessus.
Aujourd'hui, il est à peu près composé de 310 millions de tonnes de CO2, ce stock de carbone-là. Donc c'est tous les produits bois qui nous entourent, hein. Tout ça c'est du stock de carbone. Et tous les produits que vous mettez sur le marché sont aussi des produits qui stockent du carbone. Quand on parle, c'est donc des produits à durée de vie assez longue, hein. Quand on est sur, par exemple, du papier, on ne considère pas que ça stocke de carbone. Par contre, tout ce qui va être ameublement, tout ce qui va être produit de construction et de structure, tout ça, effectivement, ont des durées de vie longues et stockent du carbone. Ce qui est intéressant, c'est que là, pour accroître ce stock, on a deux volets. Soit on vient accroître la mise sur le marché des produits bois. Donc là, c'est la petite flèche qui tombe et qui est à peu près aujourd'hui à 10 millions de tonnes de CO2 par an. Si demain, on vend plus de produits bois, ce flux-là va croître et on va donc accroître le stockage de carbone dans les produits bois. Et il y a un deuxième effet qui se coule, qui est qu'on peut aussi réduire le siphon de cette baignoire-là de CO2. Ce siphon, aujourd'hui, c'est finalement la fin de vie des produits bois. Donc si votre produit bois il arrive en fin de vie et puis vous le mettez en décharge et qu'il se fait brûler dans une chaudière bois, bon, certes, ça a fait de la chaleur moins carbonée, très bien, mais par contre, le carbone il a été relargué à l'atmosphère. Vous donnez une seconde vie à ce produit bois en préservant la matière, là, vous pérennisez le stockage de carbone. Et donc, vous accroissez effectivement, en restreignant le siphon, vous contribuez à augmenter ce stock de carbone dans les produits bois. Et là aussi, ici, la filière a très clairement des enjeux autour du réemploi, de la deuxième vie des produits bois et de la remise sur le marché de la matière bois. Donc, voilà un petit peu ce panorama des flux de carbone de la filière et puis des leviers sur lesquels la filière peut agir pour finalement accroître ce stockage de carbone et donc contribuer autant que faire se peut à l'atteinte de la neutralité carbone en France. Alors, sur la mise sur le marché des produits bois, petit focus en particulier sur ce qui nous intéresse ici, la partie construction. Bois pour la construction. Alors, dans ce travail qu'on a fait, on a été amené à regarder à la fois l'évolution de la demande et de l'offre. Là, je vais juste vous parler de la demande et en particulier de la demande dans le bois construction. On a fait ce travail de façon prospective, c'est-à-dire que nous, on n'est pas des devins, on ne voit pas dans une boule de carbone le futur et à vous dire ça sera exactement ce chiffre-là de demande en 2037. On ne sait pas faire ça. Par contre, on sait réfléchir de façon prospective, c'est-à-dire avec un raisonnement, si ces choses-là se passent en termes d'évolution, notre économie, notre société, etc., alors ça pourrait donner ça comme conséquence en termes de marché, de demande pour les produits issus de la filière. On a mobilisé deux scénarios contrastés qui sont tous les deux par contre compatibles avec l'accord de Paris, ce qui est en soi une hypothèse assez ambitieuse vu la réélection récente de Trump et de toutes les joyeusetés qui sont tous les jours dans nos journaux. Drill Baby Drill, c'est pas exactement compatible avec l'accord de Paris. Sauf que bon, là on s'est quand même mis dans ce cadre-là, et puis c'était avant que Trump se fasse réélire, avec deux scénarios, un pro-techno, un sobriété. Pour les décrire très rapidement, pro-techno, on atteint la décarbonation prévue par l'accord de Paris, par contre c'est beaucoup en misant sur des leviers technologiques, moins en changeant nos habitudes et modes de vie. Scénario sobriété, c'est plutôt l'inverse, c'est pas anti-techno, hein, on vient mobiliser des technos et les améliorer pour réduire nos émissions, mais on a en face des changements de mode de vie qui sont plus prononcés. Dans les deux cas, c'est une bonne nouvelle pour l'aspect bois, pour la construction et la rénovation, dans le sens où il y a une croissance de plus 20 à quasiment plus 30% attendue à l'horizon 2050 pour le bois d'œuvre comme pour le bois industrie. Même pour le bois industrie, parfois on peut s'approcher du plus 60-70% de demande attendue à cet horizon de temps-là. Donc c'est très significatif pour la filière aujourd'hui et c'est très significatif au regard des enjeux et des défis qui ont été présentés juste avant. Où va-t-on trouver ce bois? Comment va-t-on mobiliser la filière de première et de seconde transformation pour pouvoir mettre ça sur le marché? Tout ça, ce sont des vrais défis pour y arriver. Juste pour vous dire par contre, et ça je m'arrêterai ici, que ces volumes on va dire d'accroissement de demande ne sont pas issus pareil d'une boule de cristal, mais plutôt d'une démarche, on va dire, un petit peu structurée. Parce que ce qu'on est venu essayer d'estimer, c'est la demande en bois pour le bâtiment, avec une dimension pour la construction neuve et une dimension pour la rénovation.
dans chacun des cas, effectivement, c'est la combinaison de 2 paramètres pour venir estimer cette demande. D'abord, la surface neuve construite ou la surface rénovée, et puis l'intensité d'utilisation du bois par mètre carré, qu'il soit construit ou rénové. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est venu effectivement, à chaque fois, dans nos 2 scénarios, on est venu estimer cette évolution de la demande. Et vous voyez qu'il y a des évolutions assez contrastées. Là, on est dans la construction neuve. Vous voyez, par exemple, la baisse importante, mais raisonnée, limitée de la surface neuve construite horizon 2050 dans le scénario Protechno. Dans le scénario sobriété, vous voyez que ce n'est pas une petite diminution, c'est une diminution très notable. Mais là, je parle uniquement de la construction neuve. Quand on regarde la partie rénovation, ça vient plus que largement compenser la baisse des mètres carrés neufs construits. Et in fine, quand on combine les deux, on arrive aux chiffres que je vous partageais avant, à savoir des augmentations de demande très notables pour la filière. Donc globalement, la partie contributive de la filière par le fait de mettre plus sur le marché des produits de construction bois est très clairement quelque chose qui ressort du travail qu'on a fait. Bon, c'est une petite partie du travail qu'on a fait, mais en tout cas, c'est celle que je souhaitais vous présenter ce soir. Merci. Merci Hugues-Marie. Ariane, on va te laisser maintenant la parole pour nous parler de la façon dont un acteur historique de l'assurance comme AXA s'est emparé du sujet de la forêt, de la gestion des risques autour de celle-ci. C'est à toi. Bonjour à tous. Alors, vous inquiétez pas, moi j'ai pas de chiffres, donc vous pouvez vous poser un peu. Et j'ai juste une slide avec un QR code, donc ce sera très simple. En intro, moi je fais partie d'une structure qui s'appelle AXA Climate, donc on appartient au groupe AXA, l'assureur. Et mon entité a été créée il y a 5 ans pour travailler au démarrage sur les risques climatiques. Les risques climatiques, la clé d'entrée pour nous, ça a été l'assurabilité de ces risques-là. Et donc on a une partie des équipes qui font des produits qu'on appelle de l'assurance paramétrique, qui vont couvrir nos clients, publics ou privés, contre les catastrophes naturelles. Donc ça peut être l'inondation, le feu, la tempête, etc. Donc c'est des produits qui vont seulement s'attaquer à un seul péril à la fois, pour tout client qui est exposé. Donc ça peut être un acteur du bois, ça peut être un propriétaire forestier, ça peut être un acteur public, ça peut être un industriel avec des usines, des sites, etc. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que pour faire ces produits-là d'assurance, on a 2 compétences clés qui sont nécessaires. Il y a des climatologues en interne qu'on a recrutés, donc on a une équipe scientifique qui travaille sur comment est-ce que ces risques-là évoluent. Donc ils utilisent les scénarios, différents scénarios de l'IPCC, comme on dit en français, IPCC, le GIEC, merci. C'est le scénario du GIEC, pour aller projeter l'évolution de ces risques-là en fonction de la filière. Et aussi des data scientists qui vont utiliser les données, surtout satellitaires, actuelles et passées, dans une approche plus traditionnelle, on va dire, d'assurance, où on regarde à quelle fréquence est-ce que ces risques se sont produits dans cet endroit-là et quelles sont les pertes financières associées. Et avec ces 2 compétences, on va dire science et data science, en fait, on a très vite commencé à faire des modèles pour des clients qui ne le demandaient pas pour de l'assurance, mais en fait pour comprendre et dans une logique d'adaptation. Donc aujourd'hui, AXA Climate, on garde cette activité d'assurance, mais on a une activité de conseil, où là, on travaille avec nos clients pour surmodéliser les risques futurs, donc à horizon 2030-2050, et quels sont du coup les solutions d'adaptation qu'ils peuvent mettre en place dès aujourd'hui pour leur permettre d'être moins vulnérables aujourd'hui et puis aussi demain. Et on a aussi une équipe qui fait de la formation avec du e-learning, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Et donc sur le bois, en fait au début, la clé d'entrée, ça a été sur l'assurance feu. Donc pas en Europe, mais plutôt, parce que comme les outils qu'on utilise sont des données satellitaires, de la science, donc en fait on est capable d'assurer partout dans le monde. On n'a pas besoin d'avoir de processus d'expertise. Donc ça c'est assez important à comprendre, ce qui nous permet d'être en contact avec des acteurs n'importe où dans le monde. Et donc on a commencé sur le risque de feu en Australie. Pourquoi ? Parce que c'est un des premiers endroits qui a été touché dès 2017 par des très très grands feux, notamment avec l'eucalyptus, et où les assurances classiques ont été un peu frileuses de continuer, donc sont plus ou moins retirées. Et là, il y a eu besoin de faire des produits très spécifiques, de vraiment se poser la question quels sont les risques de feu en fonction des essences, comment est-ce que ce risque-là va évoluer. Et c'est comme ça un peu qu'est né les premiers produits, on va dire, liés à la forêt. Même si en Australie, on n'était pas sur des forêts, on est plutôt sur des plantations d'eucalyptus et pas sur des forêts qu'on a comme en France ou en Europe.
Et en parallèle de ça, donc je vous disais, on a commencé à travailler sur l'adaptation. Et là, les solutions d'adaptation qui sont le plus performantes, on va dire, en termes de résultats, en fait, c'est les solutions fondées sur la nature. Et quand je parle de performance en termes de résultats, c'est à la fois financier, donc déploiement et maintenance sur le long terme, et aussi tout ce qui est généré à côté, donc ce qu'on appelle les co-bénéfices. Donc à l'inverse d'une solution industrielle grise, par exemple, une solution fondée sur la nature va aussi permettre de générer des bénéfices à côté qui ont une valeur. Et la forêt et la préservation de la forêt est aujourd'hui considérée comme une des solutions fondées sur la nature efficaces pour plein d'industries. Donc là, je sors de la filière bois pour plein d'acteurs. On parlait de la séquestration carbone, par exemple, qui est un des co-bénéfices associés à la forêt. J'accélère un peu. Alors, je vais maintenant vous parler en fait, de 2 projets très concrets sur lesquels on travaille. Ah bah, mes QR codes ne sont pas visibles, donc c'est dramatique. C'est pas très grave, ouais, ils sont en bas, on fera passer après. Donc on travaille avec des acteurs privés, on travaille aussi avec des acteurs publics. Et je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous sont dans des projets européens. Donc on a la chance en France d'être en Europe et l'UE finance plein de projets super sur l'adaptation. La condition de l'Europe pour bosser sur ces projets-là, c'est de former des consortiums d'acteurs. Et là, ça devient particulièrement intéressant parce qu'on se retrouve à travailler dans des sujets de filière avec des chercheurs qui vont s'intéresser à l'évolution des risques, par exemple, avec des coopératives forestières, avec des gestionnaires, avec des acteurs de la tech. Donc là, je vous montre 2 projets dans lesquels on est impliqué. Vu l'heure, je ne vais pas rentrer dans les détails. On verra sur les QR codes, c'est les sites des projets. Voilà, vous pouvez renoter les noms, donc PISA et Swift. PISA, c'est super intéressant parce qu'on travaille sur comment adapter les pratiques de gestion forestière. On parlait au début de gestion durable des pratiques et comment est-ce que la modélisation de ces pratiques-là peut permettre de faire diminuer le risque et du coup peut permettre de faire des produits d'assurance qui sont plus performants, donc moins chers et aussi qui vont valoriser en fait les pratiques durables. Donc ça c'est PISA, on travaille notamment au Portugal sur le risque de feu où c'est malheureusement un risque qui est très présent et on travaille aussi sur le risque de vent. Swift, c'est un peu différent. Swift, là, on utilise la modélisation de risque pour faire un outil à destination des gestionnaires forestiers sur 3 types de risques, le vent, le feu et les scolites, dont on parlait aussi au début de conférence. Et là, l'idée, c'est en fait de permettre aux forestiers, grâce à ces données satellitaires, d'avoir un outil qui va, en quelques secondes, le temps que les modèles tournent, donner une évaluation des dommages liés à ces 3 risques-là et une notion aussi de risque futur. Donc là, on n'est pas sur du 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais plutôt sur les prochains mois, sur ce qui risque de se passer pour les parcelles que le gestionnaire forestier va rentrer dans l'outil. Je m'arrête là, peut-être juste sur Swift, j'ouvre la porte. Donc sur Swift, on travaille avec des gestionnaires qui nous donnent des données. Parce qu'en fait, là, l'intérêt de ces projets-là, c'est de mettre ensemble en fait, la science. Donc on travaille avec une université italienne, une université ukrainienne, une université allemande sur ce sujet-là, et de vraiment rapprocher le temps et de faire en même temps travailler des scientifiques et prendre de la donnée de terrain. Et donc là, sur Swift, on a 7 entités forestières qui nous collectent des données, mais on en a toujours besoin de plus. Donc si ça vous intéresse d'avoir accès à ces modèles-là, de comprendre ce qui est fait, n'hésitez pas à venir me voir parce que plus on a de données, plus on est content. Surtout sur les scolites, là nos modèles sont prêts, mais on a vraiment besoin de les tester, de les faire tourner. Donc voilà, j'ouvre la porte si ça vous intéresse, avec grand plaisir pour en parler un peu plus. Et je m'arrête là et je passe le micro. Un grand merci Ariane. Et du coup, on va laisser Maude Navet, donc chargée de mission seconde transformation au sein de la Fédération nationale du bois, nous parler d'un super produit bois français. Merci Sarah. Merci. On a eu un petit chamboulement dans l'ordre de présentation. Je vais rebondir sur tes propos, Ariane. Les bois scolités, pour nous, aujourd'hui, donc on a un enjeu. L'enjeu, c'est de consommer des produits bois français et donc d'agir pour la décarbonation. Et tu parlais des bois scolités. Nous, aujourd'hui, au sein de la Fédération nationale du bois, on a entamé des démarches pour promouvoir ces produits scolités. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années, on se bat en tout cas
pour promouvoir ces produits, ces singularités qui n'ont pas d'impact sur l'aspect mécanique du produit. Aujourd'hui, donc, on essaye de développer notamment la construction de murs ossature bois, de façades ossature bois. Et c'est grâce à ces produits qui sont certes scolités, mais qui n'ont pas de problème, de problèmes mécaniques. De problèmes mécaniques, voilà, qu'on peut utiliser. Et donc, c'est comme ça qu'on va valoriser nos produits bois. Ces produits, même s'ils ont ces défauts, ils ont un stock carbone, ce que disait d'ailleurs Hugues-Marie, qui est important et qu'on doit utiliser, qu'on doit vraiment utiliser dans notre quotidien. Et d'ailleurs, je vais pouvoir parler du parquet parce que c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Oh, pardon. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du parquet parce que pour moi, le parquet, c'est un produit qui est à la fois de la première et de la deuxième transformation. Enfin, c'est un produit de deuxième transformation, mais qui est fait à partir d'avivés et de frises de la première transformation. Donc ça fait vraiment travailler l'ensemble de la filière. Aujourd'hui, les parquets, en 2023, on a vendu 6,5 millions de mètres carrés. C'était une production en baisse en 2023. Et dans ces 6,5 millions, 2,5 millions étaient des produits bois massifs. Donc le reste était des contre-collés, vous vous en doutez bien. Le parquet, par définition, c'est une couche d'usure de 2,5 mm. Pourquoi je vous définis ce que c'est le parquet? C'est qu'aujourd'hui, le parquet a beaucoup d'atouts, mais son plus gros défaut, c'est qu'il est mal connu. On ne le considère pas assez bien dans le sens où très peu de gens le rénovent. C'est un gros problème. On fait face à des clients, des consommateurs qui achètent du parquet, mais n'ont pas cette notion de rénovabilité. Aujourd'hui, si on insiste autant, c'est aussi parce que c'est un élément qui est esthétique, fonctionnel et durable. Un produit avec une couche d'usure de 8 mm, peut être rénové jusqu'à 9 fois. Et il faut savoir qu'un parquet, on peut le poncer tous les 20-25 ans. Vous imaginez donc que 9 fois fois 25 ans, c'est quand même une très longue vie pour le parquet. Un parquet de 120 mètres carrés, ça stocke, je crois, 1 tonne de carbone. C'est assez important. Et je pense que Hugues-Marie pourra dire qu'il faut donc poser du parquet. Je ne dis pas le contraire, merci. Pardon. Et donc aujourd'hui, avec la Fédération nationale du bois, on essaye de promouvoir en tout cas tous ces produits finis, ces produits de revêtement de sol. Et aux côtés de France Bois Forêt, qui a notamment financé les FDES collectives, on a pu notamment travailler sur, comparer en fait le stockage d'un parquet massif en bois de France toute essence. Et donc on a un résultat de moins 13,4 kg équivalent CO2 par mètre carré. Et si vous le comparez à un revêtement de sol PVC, un revêtement de sol PVC, pour information, c'est fait avec du pétrole. Sachez qu'il a un résultat RE 2020 de 14,2 à 638,3 kg équivalent de CO2 par mètre carré. Voilà. Je fais j'insiste en tout cas sur ce point-là parce que on a des fabricants de parquets qui, depuis quelques mois, quelques années, on va dire, vivent une baisse des ventes. Enfin, il y a une très grosse baisse des ventes. On a des difficultés pour s'approvisionner aussi en belle qualité, parce qu'on fait face à une concurrence par rapport aux mérins aussi. On a eu des difficultés d'approvisionnement parce qu'on a eu malheureusement un été très humide l'an dernier. Et donc c'est beaucoup de contraintes aujourd'hui, et les fabricants de parquets subissent aussi des ventes difficiles. C'est lié aussi à un contexte particulier, puisque nous avons des baisses de permis de construire, des difficultés d'emprunt. Ce sont des sujets d'actualité, donc vous n'êtes pas surpris. Mais voilà, on insiste. Aujourd'hui, je voulais insister sur le fait que acheter du parquet, c'est s'engager dans une économie circulaire. C'est aussi s'engager dans un produit durable et aussi dans un investissement sur le long terme. Et donc un stockage carbone plus important que si vous achetiez simplement de la moquette ou
un carrelage. Je vous en veux pas si vous avez acheté du carrelage. Mais tout ça pour dire que le produit bois est aujourd'hui un incontournable dans nos maisons, dans nos appartements. Et j'espère que dans cette salle, vous avez pu en prendre conscience grâce à nos différentes interventions. Et je laisse la main à la personne suivante. Pardon. Merci Maud. Merci beaucoup. Nous allons donc donner la parole à Véronique Pape. Donc vous êtes directrice générale d'Ecopolis et vous allez nous évoquer le sujet notamment de comment à l'échelle d'une région finalement, donc en l'occurrence l'Île-de-France vous concernant, on traite de la décarbonation donc dans la construction et notamment avec les matériaux biosourcés. Et vous allez notamment nous parler de la démarche bâtiment durable francilien, c'est bien cela? Donc on vous écoute. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc oui, Ecopolis, c'est une association qui s'adresse à tous les professionnels de la filière BTP immobilier. Alors nous, on est en Île-de-France, on a des collègues qui font le même travail que nous dans toutes les autres régions françaises. On est tous regroupés au sein du réseau bâtiment durable. Donc ce que je vous dis pour l'Île-de-France vaut aussi pour d'autres régions. N'hésitez pas à aller chercher nos collègues là où vous êtes. Donc nos missions, en fait, c'est d'aider les professionnels à monter en compétence sur tous les sujets du bâtiment et de l'aménagement durable pour les aider à adopter de nouvelles pratiques. Donc on a une mission d'animation du réseau des professionnels dans notre région. On produit beaucoup d'informations, on relaie beaucoup d'informations, on organise énormément de manifestations, que ce soit des visites d'opérations exemplaires, des conférences, des webinaires, etc. Et puis on est également organisme de formation. Et alors on n'a pas de formation sur le bois encore, mais par contre on a des formations sur la construction de chanvre, sur les biosourcés, etc. Donc la promotion des biosourcés et des matériaux biosourcés, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis la création d'Ecopolis il y a maintenant une quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, je voulais m'attarder plus particulièrement sur une démarche d'évaluation de projets de construction ou de rénovation qui s'appelle Bâtiment durable francilien. C'est une démarche d'évaluation, une sorte de label, si vous voulez, mais qui a la particularité d'être basée sur une approche participative d'évaluation par les pairs. Donc c'est une démarche qui vise à évaluer des projets à 3 étapes clés. Et donc en phase conception avant le dépôt du permis de construire, en phase chantier et puis ensuite en phase usage, 2 ans après la livraison, ce qui permet d'avoir une évaluation particulièrement précise et surtout qui couvre la totalité des champs du bâtiment durable, puisqu'on s'intéresse évidemment à l'énergie et au carbone, mais aux matériaux, au territoire, à la biodiversité, à l'eau, au confort et à la santé, à l'économie circulaire, etc. Donc c'est vraiment une approche 360 degrés. Et donc le principe de cette évaluation, c'est de confronter un projet de construction ou de rénovation à notre référentiel qu'on a construit avec des professionnels franciliens. Et donc on va essayer de pousser, de passer au crible ce projet, de pousser la performance environnementale le plus loin possible sur le maximum d'indicateurs possibles. Donc en très court, ça permet de faire progresser le projet le plus loin possible. Ça permet aussi de faire progresser les équipes, puisque les équipes qui travaillent sur ce projet-là, avec cette démarche-là, donc travaillent ensemble et font ensemble l'évaluation, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage ensemble. Et donc ça permet aussi tout simplement de faire progresser l'ensemble des équipes. Donc on a coutume de dire que ça fait grandir en fait à la fois les projets et les équipes. Et puis cette démarche d'évaluation, elle comprend une étape assez particulière qui est une commission publique. C'est-à-dire qu'au-delà de l'analyse qu'on fait sous la forme de quelques réunions pour passer le projet au crible de notre référentiel, on passe ensuite à chaque étape en commission publique, et donc l'équipe projet planche devant un jury et devant un public, ce qui lui permet de recueillir une critique constructive de la part de pairs expérimentés. Et donc ça permet d'aller encore plus loin. Et on fait toute cette étape-là, à la fois donc aux 3 étapes, conception, chantier et usage, ce qui permet de vérifier que ce qu'on avait dit au début, ça se vérifie au fil du temps. Et par exemple, quand on arrive en usage, est-ce que le bâtiment a tenu ses promesses? Est-ce qu'effectivement il a la consommation d'énergie qu'on avait prévue? Est-ce qu'il a les données de confort qu'on avait prévues, etc., etc. Donc tout ça, ça nous permet de nourrir des retours d'expérience absolument précieux qu'on utilise. Donc là, on revient à notre métier de centre de ressources qu'on utilise pour faire progresser tous les autres professionnels qui sont un petit peu moins avancés.
Alors, je vous ai décrit cette méthode qui est la démarche donc bâtiment durable francilien. On a également, elle se décline aussi au niveau du quartier. Donc chez nous, ça s'appelle QDF, quartier durable francilien. Mais on n'est pas tout seul. On a d'autres collègues dans d'autres régions là aussi qui le font. On a 7 régions en tout. Et on est tous regroupés dans une association qui s'appelle le collectif des démarches bâtiments et quartiers durables, pas franciliens. Et on a un stand d'ailleurs, le numéro 28, si vous voulez aller nous voir ce soir ou demain. Et donc, on a BDM pour bâtiment durable méditerranéen, BDO pour Occitanie, etc., etc. Pour revenir sur notre sujet bois d'aujourd'hui, évidemment, les bâtiments qu'on accompagne avec la démarche BDF et les autres dans les autres régions, évidemment qu'on a énormément de projets qui utilisent le bois, et beaucoup qui utilisent d'une façon générale les biosourcés. Pourquoi est-ce qu'on utilise le bois? Parce que d'abord, quand on veut faire du bas carbone, le bois, ça stocke le carbone. Mes prédécesseurs l'ont dit avec leurs mots tout à l'heure. Et donc, quand on utilise du bois dans un bâtiment, le carbone, il est stocké pendant au moins 50 ans, si ce n'est pas 80 ou 100 ans. L'autre sujet, c'est que, notamment quand on est en extension, c'est un matériau qui est plus léger que le béton et donc qui peut permettre de faire notamment des surélévations par exemple sans aller alourdir trop les structures, et parfois on ne peut pas alourdir les structures, donc c'est des systèmes constructifs qui peuvent permettre de faire des choses légères à des endroits où on ne pourrait pas faire autrement. Et puis c'est aussi le fait d'utiliser le bois, ça peut permettre aussi c'est ce qu'on appelle de la filière sèche, donc qui par opposition aux filières humides comme le béton, permettent de faire des chantiers plus propres, des chantiers avec moins de nuisances, et puis ça permet aussi de faire plus facilement de la fabrication hors site, où là on a le gros de la fabrication qui se fait dans un atelier avec des ouvriers qui restent au chaud, qui peuvent faire des choses de façon beaucoup plus précise, et on évite les balais de camions qui rentrent et qui sortent des chantiers, donc qui limitent les nuisances pour les riverains. Donc pour toutes ces raisons-là, le bois est un matériau constructif extrêmement utile et extrêmement apprécié, donc à la fois en termes de poids carbone, mais également en termes d'usage de construction. Et puis le dernier bénéfice, c'est quand on rentre dans un bâtiment en bois, toute la galerie qu'on a au-dessus de nous nous l'a rappelé si on l'avait oublié. C'est des bâtiments qui sont d'emblée très chaleureux, beaucoup plus agréables à vivre, et dans lesquels il y a tout de suite une ambiance qui est différente. Alors, je n'ai pas de photos parce qu'on n'a pas eu tout à fait le temps de se préparer, mais je voulais juste vous citer quelques exemples. Si vous voulez en savoir plus, j'ai un petit book. Alors, j'en ai un exemplaire avec moi, mais on en a d'autres sur notre stand. On est sur le stand de région Île-de-France qu'on partage avec Fibois et la région. Et donc, il y a un petit book et puis il y a sa version en ligne qui vous explique la démarche bâtiment durable francilien, et avec une vingtaine de projets qui sont présentés. Et donc, on a un certain nombre de quelques projets que j'ai sortis de notre book et puis que vous pouvez retrouver aussi sur le site Ecopolis dans notre cartographie. Donc, je voulais parler par exemple d'un bâtiment qui s'appelle Pierre Sauvage à Pantin, qui a été présenté aujourd'hui, qui a fait l'objet d'une visite mercredi matin, qui est un bâtiment construit par REI. Donc, structure bois avec des façades en pierre porteuse et des isolants biosourcés. Donc, c'est un exemple de projet BDF parmi plein d'autres. Un autre groupe scolaire à Colombes avec une ossature bois isolée en laine de bois avec des briques de terre crue et puis des pavés de réemploi, puisqu'évidemment on s'intéresse aussi à ces sujets-là. Un autre projet qui a été présenté aujourd'hui, les ateliers de décor de la Comédie Française à Sarcelles. Donc là, on a rénové un bâtiment qui était une vraie passoire thermique. On a construit une nouvelle ossature bois autour de l'ossature actuelle. On a fait de l'isolation en paille hachée. On a mis des isolants à base d'herbe et puis un bardage bois par-dessus tout ça. Je voulais aussi citer, parce que tout à l'heure on parlait des feuillus en disant qu'on avait plein de feuillus puis qu'en fait on utilisait toujours le résineux dans la construction. Donc on a des exemples à Rosny d'écoles qui utilisent des feuillus. Donc je vous invite à aller voir ma collègue qui est là-bas et qui saura vous renseigner si vous voulez en savoir plus. Je voulais parler aussi d'autres sujets qui sont le fait que le bois, c'est bien d'utiliser du bois parce que ça stocke le carbone et tout ce qu'on a dit avant. Mais en fait, moins on en utilise quand même, mieux on se porte, puisque l'objectif final, c'est comme l'énergie, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, la meilleure matière, c'est aussi celle qu'on n'utilise pas. Et donc, on peut aussi, on a dans les exemples, soit de projets BDF, soit de projets qu'on peut faire visiter, des exemples par exemple, on a une maison de la nature à Périgny-sur-Yerres dans l'Essonne,
où on a utilisé des petites sections de bois plutôt que d'utiliser des grosses poutres. Alors on a un peu plus de vis, etc. Mais par contre, ça permet de ne pas utiliser des troncs complets. Donc on économise de la matière là encore. Et puis je voulais finir par le bois de réemploi. Donc on a organisé l'année dernière avec Fibois, puisqu'on travaille étroitement avec eux, une matinée sur le bois de réemploi, donc avec des témoignages d'une vingtaine de professionnels. Donc ça a été filmé, il y a des replays qui sont disponibles sur notre site, n'hésitez pas à les visionner. Et donc quand on utilise du bois de réemploi, en fait on continue à stocker le carbone. Et on se prend pour 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans supplémentaires avec la même matière. Donc par exemple, on a beaucoup d'exemples de charpentes qui sont déconstruites et qui sont réutilisées dans un autre bâtiment. Voilà, sur site ou un petit peu plus loin. Voilà, donc je voulais juste conclure pour vous inviter à participer aux visites, aux conférences, aux commissions BDF qu'on organise très très régulièrement, en tout plus d'une centaine de manifestations chaque année. Et ça, c'est pour l'Île-de-France. Nos collègues dans les autres régions font la même chose. Et puis à vous informer sur notre site. On a aussi un espace spécifique sur le biosourcé. Donc là aussi, vous trouverez beaucoup d'informations et tout ça, c'est gratuit. Voilà. Merci. Merci infiniment, Véronique. Donc, pendant que Maxime va nous rejoindre et Nicolas le présentera, je précise quelques informations complémentaires. Donc, tu es membre actif de Construction 21. Tout à fait, oui. Voilà, et je tenais également à te féliciter et à te remercier pour deux choses. La première, tu es dans le classement des 100 qui font la ville cette année, donc bravo. Et la deuxième chose, te remercier parce que Ecopolis, aux côtés de Fibois Île-de-France et de NVBcom, est organisateur de ce forum Bois Construction cette année. Donc merci pour ce très beau forum. Merci, c'était effectivement une grande fierté pour nous d'avoir contribué à l'organisation, alors modestement, parce que c'est quand même NVB qui fait le gros du travail. Mais effectivement, on a proposé des parcours de visite et on est très content d'avoir invité notre réseau à fréquenter ce salon magnifique. Merci beaucoup. Alors nous allons conclure ce tour de table, ce long tour de table. On va faire les questions juste après parce que Maxime Chaumet, donc directeur général de l'interprofession nationale France Bois Forêt, va conclure ce premier passage. A priori, il n'y a qu'un passage, hein, vu l'heure, ne vous inquiétez pas. Et on vous laissera ensuite la parole si vous avez des questions à nos intervenants. Nos intervenants pourront également réagir entre eux après les conclusions de Maxime, ce qui permettra de finir cette grande table ronde à l'heure, a priori. Donc Maxime, vous avez la parole. Ouais. Je vous laisse conclure ce premier tour de table. Merci. Alors une conclusion, j'ai essayé plutôt de faire un peu une synthèse pas de tout ce qui a été dit, mais on va dire peut-être des choses les plus importantes. Je ne suis pas sûr que ça conclue vraiment, ça va peut-être ouvrir aussi des pistes, mais ce que j'ai retenu un petit peu de cette table ronde qui était vraiment riche en contenu, d'une part, alors premièrement, moi sur les forêts, ce que j'ai vraiment retenu, c'est l'importance finalement de la forêt française et de son développement, tant en surface qu'en volume sur pied, mais une certaine fragilité du fait du changement climatique. Alors ça a bien été expliqué d'une part par les forestiers qui sont directement à ma gauche, mais aussi par le côté assurantiel finalement, où on voit que les différents acteurs qui touchent de près ou d'un petit peu plus loin à la forêt ont bien conscience de ça, et donc ça a bien soulevé l'importance de la surveillance des forêts et également de la gestion. Et donc là, on a bien vu le rôle important des coopératives qui sont là pour gérer et puis aussi pour aider à développer justement les surfaces qui sont en gestion. Et ça, c'est un point, il me semble, qui a été bien mis en avant en début d'intervention, justement avec le morcellement finalement de cette forêt, notamment privée, et l'importance de développer les surfaces en gestion et donc la gestion durable telle qu'elle est faite en France. Ce qui m'amène aussi à évoquer le sujet de la préparation de la forêt de demain, puisque le changement climatique avançant, il va falloir accompagner justement les propriétaires dans cet acte de préparer la forêt de demain, ce qu'ils font déjà au quotidien. Donc il va falloir aider ceux qui le font déjà aujourd'hui et ceux qui aujourd'hui ne gèrent pas forcément ou faiblement leur forêt, les accompagner pour préparer cette forêt de demain. Alors il y a des objectifs qui ont déjà été fixés, hein, dont on a peut-être tous entendu
entendu parler, ce fameux objectif de 1 milliard d'arbres plantés en 10 ans, ce qui fait à peu près 100 millions par an. Bon, on a un objectif relativement ambitieux. Aujourd'hui, on arrive, je ne vais pas dire qu'on plafonne, parce qu'il y a peut-être un petit plafond de verre aujourd'hui à environ 60 millions de plants par an. Donc il y a une volonté vraiment forte de booster cette plantation, alors sans omettre bien entendu la partie renouvellement par régénération naturelle également. Là, c'est toute une filière qui se structure et c'est pas finalement en claquant des doigts qu'on passe de 60 millions à 100 millions par an. Mais en tout cas, c'est vraiment une filière qui se structure depuis les vergers à graines, les pépiniéristes. Et donc là, il y a un mouvement important qui est lancé et qu'il faut vraiment accompagner sur le long terme. Enfin, c'est en tout cas l'objectif que nous, en tout cas en filière, on fixe et puis qui est quand même en partie suivi quand même par les pouvoirs publics, puisque on a eu les annonces encore dans le cadre de la loi de finances par Agnès Pannier-Runacher cette semaine de crédits publics à hauteur quand même de 135 millions d'euros minimum pour le renouvellement forestier. Donc là, c'est vraiment une dynamique qu'il faut poursuivre. Après, ce que j'ai retenu, c'est que le marché, effectivement, du bois, alors on a parlé beaucoup de construction, rénovation, on a parlé aussi un petit peu du parquet qui en fait en partie, qui est prévu en forte demande. Alors, quels que soient les scénarios de carbone 4, sobriété ou pro-techno, la demande en produits bois va augmenter. J'ai regardé, en fait, moi j'ai repris juste en parallèle quand même le programme national de la forêt et du bois qui avait été fait en 2016, enfin pour 2016-2026. On prévoyait à l'époque plus 12 millions de mètres cubes à horizon 2026. Et en parallèle, Stéphane nous montre que d'une part la récolte elle n'a pas suivi, quoi. Et niveau sciage, on est aussi, enfin, elle n'est pas suivie. En tout cas, elle plafonne un petit peu. Au niveau des sciages, c'est pareil. Donc, je pense qu'on a un petit sujet là. Et en plus, dans l'étude carbone 4, on prévoit encore plus 10 millions de mètres cubes par rapport à 2019 à horizon 2035. Donc là, je pense qu'il y a un sujet qu'il va falloir qu'on suive de près, entre guillemets. Hein, mais on voit bien que le marché, en tout cas, quand on le projette, il doit tirer justement toute la filière. Et dans la réalité, on a quand même des problèmes. Alors, on a des problèmes conjoncturels qu'on n'a pas abordés ici, mais qu'il ne faut pas qu'on oublie. Le changement climatique, bon, on a parlé des sécheresses, des scolites, etc. Le changement climatique, c'est aussi la pluie qu'on a depuis quasiment 2 ans, qui contraignent fortement les forestiers qui sont ici pour l'accès en forêt. D'une part pour les planter des arbres, mais aussi pour récolter et sortir le bois. Donc ça, c'est un vrai point. Donc ça, j'ai retenu ça quand même. On a un avenir qui est quand même vraiment propice à la filière forêt-bois, et puis on le voit partout ici, avec des atouts quand même qui viennent d'être encore évoqués, là, cette filière sèche, la construction hors site, l'innovation en fait, et là on l'a vu encore, toute la galerie des architectes montre qu'on a vraiment des atouts, mais en tout cas on est à un moment où il faut qu'on dynamise justement cette filière. Ce matin pendant la séance plénière, en tout cas Agnès Pannier-Runacher a rappelé la balance commerciale et le souhait en fait de l'État aussi de contribuer à ça. 2,5 milliards d'euros ont quand même été engagés. Alors on n'a pas parlé trop de compétitivité des entreprises, mais c'est quand même un des sujets aussi. Hein. S'il faut qu'on développe notre filière, nous en tout cas c'est la filière française qu'on pousse, donc il faut qu'on aide ces entreprises à se préparer pour demain. 2,5 milliards d'euros qui ont été engagés entre 2021 et 2024 pour produire 15% de sillage en plus. En tout cas c'est toute la filière. Alors j'ai commencé par les graines et plants, mais jusqu'à la filière de production de produits pour la construction. Et donc c'est tout un mouvement qui est engagé depuis quelques années, qu'il faut vraiment poursuivre. Mais en tout cas, il faudra qu'on soit vigilant, nous aussi au sein de la filière, à regarder quels sont les freins et donc les leviers à lever justement pour développer justement cette capacité de la filière à produire davantage, récolter davantage et planter davantage également. Donc c'est toute la filière qu'il faut engager dans ce mouvement. Voilà ce que j'ai retenu un petit peu de la table ronde. Merci. Merci, bravo pour cette conclusion. On va peut-être... Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Bonjour, Pierre Biguet. Merci déjà pour la présentation qui était plutôt complète. J'avais une question. Pour revenir sur le côté vraiment construction en bois, la littérature est plutôt unanime là-dessus. Plus les bois sont vieux, plus les bois sont de qualité. Et de plus, on sait que quand les arbres vieillissent, chaque année, un arbre individuellement a tendance à plus stocker.
pourtant, on voit une tendance à couper les arbres de plus en plus tôt et de plus en plus jeunes. Est-ce que c'est pas... Enfin, ça me semble contre-intuitif. Alors peut-être je me trompe et j'ai pas assez de profondeur là-dessus. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Stéphane Vieban, peut-être? Alors, ce que vous dites, ça dépend vraiment des essences. Ça peut être vrai sur du chêne, ça l'est moins sur du pin ou sur du Douglas. Donc, en fait, ce qu'on voit, nous, puisqu'on on est, en tant que forestier, on répond à un marché, on voit aussi des demandes qui évoluent sur les dimensions souhaitées par les scieries. Les grosses dimensions de poutres, par exemple, dans les constructions, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Pourquoi? Parce que c'est plus compliqué, plus coûteux de scier un arbre de très gros diamètre que des arbres de diamètre moyen. Et ensuite, il y a quand même la technologie du collage, qui fait qu'aujourd'hui, les poutres de dimension importante, elles ne sont plus en massif, en bois massif, elles sont en bois qui sont collés, qui sont contre-collés, etc. Et donc pour faire ces technologies-là, on a besoin de bois qui soient de dimension moins importante. Donc il y a des évolutions techniques qui font aussi que notre production, elle varie. Et puis aussi dans la durée des révolutions. Quand vous avez des révolutions de plus en plus longues, enfin si elles sont très longues, vous prenez aussi un risque climatique lié aux tempêtes, lié au risque d'incendie, voire de mortalité. Donc l'ensemble de ces raisons font qu'aujourd'hui, on va effectivement un peu raccourcir les rotations. Je dirais un pin maritime. Un pin maritime, il y a 30 ou 40 ans, c'était plutôt des arbres de 80 ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur des arbres de 40 à 50 ans. C'est la même chose sur du Douglas, c'est la même chose sur du chêne. Voilà, donc c'est un mixte entre la production forestière et puis la demande du marché. Voilà, donc, mais ça, on peut en parler. Voilà ma réponse en 1 minute. Mais c'est pas facile, en fonction de la croissance et des objectifs de chacun, à la fois de l'industriel et du propriétaire forestier. Il y a eu Hugues Magri-Olanier qui souhaiterait compléter la réponse. Oui, non, je vais juste la compléter sur la partie stockage. Ce qu'on constate, c'est plutôt que sur le stockage de carbone par la croissance de l'arbre, c'est plutôt sur les premières décennies de vie où il y a un stockage qui est, on va dire, important année après année, et puis à un moment il y a une forme de, voilà, c'est une courbe en asymptote, et à partir de, alors ça dépend de l'essence, mais on va dire de 50 à 100 ans, annuellement, le carbone stocké de façon additionnelle a tendance à être de moins en moins important, l'arbre atteignant sa pleine maturité. Donc voilà, si on veut activer la pompe à carbone de la façon la plus dynamique possible, raccourcir un peu les cycles n'est pas absurde. Après, il faut le faire dans des méthodes sylvicoles durables et raisonnées, comme on en a parlé, mais il ne faut pas non plus aller trop vite, quoi. Merci. Bonjour. Quelle solution mettez-vous en place pour limiter la propagation des scolites? Et est-ce que la monoculture ne favorise pas cette propagation, surtout pour les épicéas et les Douglas? Tamouzelou, peut-être pour répondre. Oui, alors sur la partie scolite, il faut savoir que le scolite est naturellement présent en forêt. C'est pas quelque chose qui est apparu du jour au lendemain. Ce qui s'est passé dans la partie Grand Est et région Bourgogne-Franche-Comté ces dernières années, c'est la sécheresse hivernale et des températures qui étaient relativement douces en hiver, qui ont fait que le scolite, donc cet insecte qui encore une fois est grand comme un petit ongle, s'est surmultiplié face à des arbres qui eux étaient suraffaiblis par les effets du changement climatique, donc là encore avec de la chaleur et de la sécheresse. Donc du coup, ces scolites-là se sont développés dans les forêts d'épicéas principalement, qui ont été beaucoup plantés après-guerre pour faire face à des besoins en bois de la France. Donc maintenant, que faisons-nous par rapport à ça? On essaye d'agir pour une partie des propriétaires. Juste peut-être pour rappel, la moitié de la forêt privée française n'a pas trace de gestion forestière. C'est-à-dire que rien ne se passe dans cette moitié de forêt française, de forêt privée. L'autre partie, on essaie de trouver des solutions avec l'ONF, avec les différentes coopératives en l'occurrence, de savoir quelle essence est adaptée au climat d'aujourd'hui
2025, et au climat, comme ça a été dit tout à l'heure, des 50, 80, 120 prochaines années. Donc pour prendre le cas du Grand Est et de l'épicéa, ben on fait des tests. On fait des tests de différentes essences. Est-ce que le chêne pubescent peut arriver quelque part? Est-ce que le Douglas peut arriver également quelque part? Est-ce que le cèdre de l'Atlas peut être planté de façon intéressante dans ces parcelles qui sont sinistrées? Donc il y a des tests qui sont faits. Et pour rappel, hein, donc on est vraiment dans une inertie forestière, c'est-à-dire que les arbres qu'on a plantés il y a 2-3 ans, de fait, ils ont 2 ou 3 ans. Donc, que va-t-il se passer dans les 50 prochaines années? Ben, on le verra bien. Donc, on a un retour d'expérience qui est très long, qui est très lent, qui peut paraître déconnecté d'une réalité rapide, de dire tiens, on va changer toutes les forêts d'épicéa, on va mettre autre chose. Ben, faut laisser le temps également aux arbres de pousser. Il faut motiver les propriétaires forestiers à agir. Ça, c'est un peu une première approche. Et puis, mis à part tester des essences qui ont moins besoin d'eau, qui supportent davantage les sécheresses ou les chaleurs, plutôt des essences du sud de la France, ou bien sinon des essences méditerranéennes, différents types de sapins éventuellement pour essayer de faire des forêts vivantes pour demain. Stéphane, vous complétez la réponse et on fera une dernière question peut-être. Oui, juste pour dire aussi que les surfaces cultivées monospécifiques, comme on le dit, c'est pas du résineux. Les surfaces les plus importantes, c'est le chêne. Hein, les forêts françaises, la sylviculture classique du chêne en France, hein, que ce soit chêne pédonculé ou chêne sessile, c'est, comme certains le disent, la monoculture. Moi, j'aime pas trop ce terme parce que ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il n'y a jamais c'est jamais monocultural. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on pense monoculture égale résineux, c'est pas vrai. La monoculture principale, c'est des surfaces de chêne. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est pas forcément monoculture et problème sanitaire. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, les essences qui sont extrêmement aujourd'hui attaquées. Alors, c'est l'épicéa, mais pour des risques. Ce qu'on appelle les scolites, c'est un ravageur de faiblesse. C'est-à-dire qu'il vient toujours après. C'est pas un ravageur primaire, c'est un ravageur de faiblesse. Et puis les essences qu'on a vraiment sur lesquelles... Une essence, par exemple, qui était vraiment pas du tout en monoculture, c'est le frêne, qui est en train de disparaître à cause de la calarose, qui est un champignon qui nous est arrivé de l'Est, de l'Europe de l'Est, et qui est en train de détruire. Et malheureusement, il n'y aura quasiment plus de forêt de frêne dans les prochaines années. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Voilà. Merci Stéphane. Voilà. Merci. J'avais une question, c'était quelle image vous donneriez à 1 tonne de CO2? Parce que je suis toujours un peu surpris, j'avais vu une pub il y a quelques années qui disait qu'un mètre cube de bois, ça économisait 1 tonne de CO2. Mais le bois, ça fait 360 kg, 400 kg, 1 mètre cube, donc c'est voir un peu comment ça s'explique ça. Et ensuite, j'ai vu aussi que vous aviez classé le bois énergie comme dans la rubrique décarbonisation, alors que j'aurais pensé que ça émettait du CO2, quoi. Voilà, merci. Hugues-Marie? Ouais, alors effectivement, la clé à peu près de correspondance, c'est le mètre cube de bois, c'est à peu près entre 0,8 à 1,1 tonne de CO2 stocké. Voilà, c'est ça à peu près le ratio, ça dépend de l'essence. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Et le deuxième volet, c'est sur la partie bois énergie. Donc votre question, c'était pourquoi est-ce que ça apparaît par ce... Alors, déjà parce que c'est un usage du bois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas rappelé, mais effectivement, ça avait été rappelé en amont par Stéphane, c'est que de la forêt, on sort du bois d'œuvre, du bois industrie, du bois énergie, et tout ça, c'est issu du même arbre, et ça vient en même temps. Et donc, il y a des équilibres entre ces flux qui sont là, et qui sont d'ailleurs à respecter si on veut avoir une gestion durable de nos forêts. Si on se met effectivement à, par exemple, récolter très fortement juste pour une composante de ces catégories de bois, en fait, on va déséquilibrer le système, et in fine, ça ne va pas fonctionner. Mais ça ne répond pas à votre question. Donc, dans ce système, dans ces équilibres, il y a la partie bois énergie qui vient valoriser les fractions les plus petites du bois récolté. Ce bois énergie, quand on en fait la combustion, oui, il relargue le CO2 qui a été stocké par la croissance de l'arbre. Mais en termes pour produire de la chaleur ou de l'électricité, par rapport à, par exemple, vous brûlez du gaz naturel, ou vous brûlez du fioul, ou vous brûlez du charbon pour produire le même équivalent de chaleur ou d'électricité, et bien là, vous faites que déstocker du carbone.
parce que ce carbone, il a été enfoui il y a très longtemps dans le sous-sol et c'est juste un déstockage net de carbone. Il n'y a pas eu quelques décennies auparavant une opération de stockage du carbone par la photosynthèse et là où ensuite vous déstockez. Donc tout ça pour dire que l'énergie produite par le bois, que ce soit sous forme de chaleur ou d'électricité, cette énergie-là, elle est peu carbonée. Par contre, l'effet de bord dans lequel il ne faut pas rentrer, c'est tirer la demande en bois uniquement par le volet bois énergie, quitte à déstabiliser toute la partie bois d'œuvre, bois industrie, voire même déclasser du bois d'œuvre, bois industrie qui pourrait être utilisé sous forme matière pour le cramer dans des chaudières. Ça c'est un non-sens absolu. Il ne faut absolument pas aller vers là. Donc, mais tant que ces équilibres de flux sont respectés, à ce moment-là, bah oui, cette fraction de bois, en tout cas celle qui va au-delà de celle qu'on laisse en forêt après récolte, eh bien oui, la valoriser pour produire de l'énergie a du sens et peu carboné. Merci. Alors, les liens, bien sûr, vous seront transmis directement dans les communications. L'étude Carbone 4 menée par la filière Forêt-Bois à l'initiative de France Bois Forêt, Codifab Copacel, est disponible sur le site de l'interprofession nationale France Bois Forêt. N'hésitez pas à la consulter. Maud, tu nous as parlé de la marque Parquet de France, donc parquetfrançais.org, je crois, de mémoire pour le site internet, le site de la Fédération nationale du bois également, où on retrouve pas mal de matières, d'éléments, les sites Ecopolis, AXA, et puis voilà, l'ensemble des sites UCFF, bien sûr, et FCBA, Alliance Forêt-Bois. Bien, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à nos intervenantes et à nos intervenants pour cette longue table ronde très riche. On va pouvoir aller évacuer la salle pour se restaurer, je pense. Merci encore d'avoir été là avec nous et je vous souhaite une très bonne soirée.